Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Cyril. Salut Léo. Comment tu vas ? Super, et toi ? Écoute, ça va très très bien. Il a neigé cette nuit à Paris. Du coup, j'ai passé ma matinée à me promener dans le bois de Vincennes avec pas que ça, parce qu'il faut bosser un peu. Il y avait des petits sexuels, des petits chiens, beaucoup de personnes à la retraite, parce que clairement, pour se balader le matin, il faut ne pas travailler potentiellement. C'est très cool. Il fait très beau. Du coup, qu'est-ce que t'as fait toi ce matin ? Écoute, moi j'ai une matinée moins originale. J'ai bossé ce matin, mais c'était quand même très sympa. On était avec une partie de l'équipe, du coup, dans le bureau qui sont pas très loin. Exactement, voilà. Tout le monde n'a pas pu venir à cause de la neige, mais voilà, malgré ça, on a pu bosser. Ouais, c'est marrant. Je regardais ce matin, sur l'application RATP, t'avais toutes les lignes qui étaient en PLS, notamment les Transiliens, tout ce qui est. Ouais, ce qui est un transport, c'est dur, je pense. C'est ça. Les métros, ça allait parce que c'est sous terre, donc c'est l'avantage. La neige, ça fait rien. Mais dès que t'as des rails autour, il genre, oh là là. Et on dirait que ils découvrent qu'il y a de la neige. Chaque fois qu'il y a de la neige à Paris, c'est. Ça faisait longtemps que t'es pas arrivé là, honnêtement. Je sais pas s'il avait neigé l'année dernière, mais j'ai pas le souvenir. Non, je crois pas. Ou alors c'était genre des petits trucs, petites gouttelettes. Ravi d'être avec toi pour cet épisode. On va avoir un sujet hyper intéressant. On va parler de le thème, c'est pourquoi est-ce qu'il faut qu'on repense le métier de recruteur. Voilà, on y va à fond. On n'est pas dans la marque employeur ou dans un sujet qu'on a entendu souvent. Là, on est vraiment sur un sujet qui est vraiment de posture, de stratégie, de définition du métier. Et j'ai hâte d'avoir du coup ce que tu vas nous raconter là-dessus, tous tes insights, tout ce que tu penses sur le sujet. Avant ça, les gens qui ne te connaissent pas vont se dire mais qui est Cyril ? À qui est-ce que Léo parle depuis tout à l'heure ? Est-ce que tu peux en 1 minute te présenter Cyril et nous dire qui tu es ? Yes, bien sûr. Déjà, merci de m'accueillir sur ce podcast. Donc moi, je m'appelle Cyril Lafont, j'ai 30 ans. J'ai lancé Sonar il y a 2 ans, qui est un cabinet de chasse de tête. Notre mission, la mission qu'on s'est fixée, c'est de co-construire les plus beaux succès tech. Et pour faire ça, je pense qu'on veut intervenir justement sur le sujet principal de ces boîtes en forte croissance, qui est le recrutement. Et dans ce cadre, du coup, on accompagne 2 typologies de boîtes aujourd'hui. Plutôt des startups scale-up, donc qui sont en croissance, qui viennent de faire leur première ou leur deuxième levée de fonds et qui ont des forts enjeux de recrutement. Et on aide aussi des fonds d'investissement, des fonds de VC principalement, qui eux aussi ont besoin de grandir et de recruter des nouvelles personnes dans leurs équipes d'invest. Et on a 2 offres pour les accompagner, une offre qu'on appelle l'offre Team Build Out, où on va faire du recrutement de middle manager. Souvent là, on va accompagner des jeunes boîtes à créer leur core team. Et on fait aussi de l'executive search, donc du recrutement de profils dirigeants pour des boîtes souvent un peu plus matures ou des fonds un peu plus matures. Et donc là, on va recruter comme son nom l'indique, des profils qui vont avoir plus des rôles COMEX et qui vont avoir du coup un impact d'autant plus fort dans les entreprises pour lesquelles on recrute. Trop bien. Donc principalement du coup des profils dans tech, dans du coup des boîtes qui sont que des startups ou des boîtes que tu vas avoir. Ok, très Exactement. Bien. Et des profils managers ou que tu vas avoir de middle manager comme on dit, donc manager intermédiaire d'une petite équipe, à des profils dirigeants, dirigeantes, directeur commercial, directrice juridique, etc. Exactement. Ok, trop bien. À part ça, du coup, un petit mot sur toi dans ta vie, par exemple. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie ? Écoute, moi j'aime beaucoup le sport, sinon à côté de ça. C'est quoi tes sports préférés ? J'adore courir. J'ai fait pas mal de triathlon aussi. Okay. Je fais du kitesurf. J'aime skier. On parlait de neige ce matin. Ouais. Donc j'aime bien les sports outdoor. Trop bien. Et du coup, tu vis à Paris, qui est le lieu des sports outdoor, n'est-ce pas ? C'est le problème. Je suis parisien et donc né à Paris et je vis à Paris. Mais c'est les vacances pour aller les week-ends, pour aller exactement. Pour faire du sport. Voilà, j'en profite. J'essaie de partir en week-end le plus souvent possible. Ouais, t'as bien raison. Et du coup, tu sais, à chaque début d'épisode, je demande à mes invités s'ils ont ramené un objet fétiche. Alors tu ne l'as pas ramené, alors, je l'ai pas ramené. Mais tu m'as dit que on va le visualiser ensemble. Ouais, on peut le visualiser. Donc, les gens qui nous écoutent, fermons les yeux. Alors, dis-nous, c'est quoi cet objet fétiche ? Non, désolé de pas l'avoir amené, mais effectivement, j'y ai pensé. Et l'objet fétiche auquel j'ai réfléchi, c'était un gong. Pourquoi un gong ? Parce que c'est un objet qu'on a chez Sonar et qu'on fait sonner lorsqu'on close un recrutement.
Et je trouve que c'est assez cool parce que ça met une émulation positive dans l'équipe. Ça nous rappelle aussi l'impact de notre métier. Et surtout, ça fait un peu le parallèle avec le métier de sales. Et je pense que ça va être un des sujets dont on va parler pendant le podcast. Mais voilà, je trouve que faut pas oublier que c'est un métier où on close et où on a un impact fort et c'est bien de le célébrer. Bien sûr. Et souvent, c'est pas le cas. Et du coup, tu vois, typiquement, c'est marrant que tu parles de gong. Moi, genre, quand j'étais Choco, on avait un gong pour les commerciaux. Ouais. Donc, en fait, dès qu'ils closaient un nouveau deal, ils avaient le droit de gonger. Moi, j'étais arrivé, mais je suis jaloux. Moi, pourquoi je fais pas ça? Et du coup, un jour, je me suis mis à gonger. Tout le monde s'arrêtait en mode, pourquoi Léo, est-ce qu'il gong? Je veux parce que je viens de closer un recrutement. Mais, ouais, mais c'est pas un deal. Je fais, bah oui, mais qui va vous amener vos deals si c'est pas les gens que je recrute? Ouais. Et du coup, après, à terme, beaucoup de gens célébraient plus que uniquement les commerciaux. Souvent, c'est un truc de commercial, tu vois. Carrément. Je sais pas si c'est WeWork qui a inventé ça, mais dans la série WeCrash, on le voit dans la série WeCrash. mais c'est vrai que c'est un truc que ça fait très Startup Nation. En fait, c'est cool parce que, comme tu dis, tu célèbres justement une victoire et que c'est tellement dur d'être recruteur. C'est dur. Qu'il faut célébrer. Exactement. Trop bien. Du coup, c'est rigolo parce que le thème d'aujourd'hui, alors on a changé d'approche à plusieurs reprises. On a préparé, on a fait plan A, puis B, puis C, puis D. Là, on est sur, du coup, le côté de repenser le métier de recruteur. Pourquoi tu penses qu'il faut repenser le métier? Bah, en fait, c'est déjà avec Thibaut, mon associé, quand on s'est lancé sur ce marché, c'est un marché qu'on connaissait pas du tout, ou de très loin. Et en fait, en creusant ce marché, on a été assez impressionné, enfin très surpris de voir à quel point ce métier avait un impact fort sur la croissance d'entreprise et même la réussite des entreprises. Beaucoup d'entrepreneurs à succès disent que leurs premiers recrutements ont été clés dans la réussite. Et je pense que ceux qu'on n'entend pas, c'est des entrepreneurs qui ont raté parce qu'ils n'ont pas recruté la bonne équipe. Donc ça, déjà, l'impact, on a été assez surpris et vraiment intéressé par ça. Donc côté entreprise, et il y a aussi l'impact côté people, côté candidat. Je trouve que c'est un métier qui a un impact très fort sur la vie des gens. Les gens passent en moyenne, je pense, 60-70% de leur temps à travailler. Et donc, avoir un impact sur leur métier, c'est pas rien. Et du coup, on était, donc pour revenir à ta question, on était assez surpris parce que plus on creusait ce marché avec Thibaut, plus on se rendait compte que ça avait un impact fort. Ouais. Et malgré ça, c'est un métier qui est encore assez artisanal, sur lequel il n'y a pas beaucoup d'investissement. C'est un métier qui est beaucoup vu comme une fonction support et peu stratégique, alors que nous, on pense qu'il l'est énormément. Et pour illustrer un peu mon propos, tu vois, je crois que c'était, on avait vu une étude qui expliquait que sur les alumni d'HEC, donc une grande école de commerce en France, je crois qu'il y a que 4% des diplômés qui vont dans les fonctions RH. VS, tu vois, 40% qui vont vers du commercial, 30% qui vont vers de la finance ou des opérations. Donc je trouve que ça illustre bien le propos, qui est qu'en fait c'est un métier qui a un impact de dingue, mais qui est très peu mise en avant aujourd'hui, malgré l'impact fort qu'il a. Ok, et du coup, comment t'expliquerais ce paradoxe en fait? Parce que comme tu dis, le métier est devenu stratégique, il est hyper important. Notamment, tu vois, toi, les boîtes avec lesquelles tu travailles, c'est des startups qui doivent recruter vite et recruter bien, qui est hyper dur. Là où beaucoup de boîtes, par exemple, tu vois, genre, moi je prends la boîte genre à côté de chez mes parents, genre ils sont une boîte de vin depuis genre 10 ans, ils recrutent un petit peu et ils recrutent bien aussi. Mais du coup là, t'as un challenge particulier qui est, tu dois aller très très vite recruter centaines de personnes par an. Donc c'est hyper stratégique, hyper intéressant. Intellectuellement, c'est hyper stimulant. C'est clair. Comment t'expliques que du coup t'es ce paradoxe-là? C'est une bonne question. Honnêtement, je pense pas. Enfin, je peux te donner ma réponse. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Moi, j'ai l'impression que si on prend le métier de RH dans l'ensemble, le métier de RH, c'est un métier impossible parce que c'est un métier qui mixe du coup du recrutement, qui est quand même un métier de sales. Enfin, on va y revenir, mais qui demande en tout cas des compétences de sales. Dans les RH, il y a toute la partie HRBP, donc l'accompagnement des collaborateurs dans leur parcours de progression, côté management. Donc ça, qui est beaucoup plus, qui demande peut-être plus d'empathie et peut-être de compétences de consultant ou même de psy, j'en sais rien, mais tu as peut-être des skills différents. Et enfin, le dernier pilier de la fonction RH, c'est toute la partie admin ops qui est aussi très présente et du coup qui a comme son nom l'indique, qui est un métier plutôt ops que sales ou plutôt consultant. Et donc en fait, je pense que c'est un peu le problème. Le problème vient de là, c'est qu'en fait, on a une espèce de fourre-tout qui est le RH, sur lequel il y a des métiers très différents, qui sont tous très importants. Et du coup, c'est très dur de bien maîtriser 3 métiers différents lorsqu'on est une seule et même personne. Et donc, je pense, peut-être qu'un début d'explication, ça viendrait de là. Ouais, c'est un grand écart de malade. Et tu vois, genre, typiquement, sur la fonction RH, t'as un truc aussi que les gens souvent oublient, c'est que là, depuis 4 ans, quand t'es RH, tu t'es pris la crise des gilets jaunes, le Covid, et tout ce que ça a entraîné en termes de télétravail du jour au lendemain. Allez, prenez vos ordinateurs, rentrez chez vous, et on sait pas ce que c'est le télétravail, mais on s'y adapte. T'as toute la partie inflation aujourd'hui, avec des gens qui sont genre, qui ont pas l'argent. Regarde, aujourd'hui, tu regardes les taux d'intérêt, par exemple, t'es à 5%. Bon courage pour acheter. En fait, t'as plein de crises qui s'enchaînent, et souvent, les RH sont les premiers
à se prendre ça en pleine face. Ouais. Et tu as un deuxième truc en parallèle, c'est que tu as toute la fonction RSE, environnement, qui souvent retombe dans les mains du RH parce que personne d'autre le prend. Et du coup, en fait, souvent, c'est un peu la fonction qui va éponger tout ce que les autres fonctions ne veulent pas prendre. La finance, elle est OK pour prendre la partie RSE, la partie ESG, tu vois, qui est fun, viens, on fait des chiffres et tout. Par contre, dès qu'il s'agit de faire des vraies actions concrètes, par exemple, anti-discrimination, c'est plus la finance qui prend, ça tombe dans les RH. C'est clair. Et du coup, comme tu dis, en fait, ils supportent tout. Et au bout d'un moment, tu peux pas non plus tout supporter. Donc, c'est compliqué. Et c'est une des raisons pour lesquelles, enfin, tu me disais que toi, tu penses que le métier, il est un petit peu, alors, arriéré, c'est pas le mot, hein, on va pas aller si loin. Mais en gros, qu'il y a des pratiques qui sont pas aussi modernes que ce que ça devrait être. Qu'est-ce que tu en là? Exactement. Et je pense qu'une deuxième raison auquel je pense, c'est, tu vois, je pense que c'est plus facile pour une entreprise d'investir dans sa fonction commerciale ou même dans sa fonction financière parce que le ROI est peut-être plus direct et plus visible. T'investis dans tes sales, tu vas assez vite voir si en fait tu signes plus de deals, si ton panier moyen il augmente, donc si tu gagnes plus de chiffre d'affaires. En quelques semaines potentiellement. Sur de la finance, tu vois, si tu investis je sais pas, dans des logiciels qui te permettent de mieux gérer tes coûts, assez vite tu vas voir que tes coûts ils vont baisser ou que tu vas avoir une meilleure optimisation. Le recrutement, on le disait au début du podcast, c'est très dur et c'est très long. C'est long de recruter. Il y a une période aussi incompressible de la période d'essai. Et il y a une période aussi un peu incompressible de l'onboarding et de la montée en compétence du nouveau collaborateur qui fait que, en fait, entre le moment où tu lances un recrutement et le moment où je pense que tu commences à sentir les premiers impacts, il peut se passer 9 mois, 1 an. Et je pense que ça aussi, du coup, comme on est, notamment les entrepreneurs, on est plus drivé par nos problèmes court terme que les problèmes long terme. Bien sûr. On peut avoir tendance à investir plus dans du sales ou dans de la finance ou dans des fonctions ops que dans du recrutement. Oui, et tu as un autre truc là, tu sais que souvent la culture des stats, de tout ce qui est KPI, data, elle est très présente dans les métiers marketing, dans les métiers de commercial, même dans les métiers de tech, tu vois, genre quand tu es développeur, développeuse, mais genre les RH souvent ne mesurent pas tout ça. Ou alors ils vont mesurer ce qui est obligatoire, ou alors par exemple, genre le taux de validation des périodes d'essai ou le taux de turnover. Mais du coup, c'est pas suffisant pour avoir une approche du coup data-driven, donc une approche orientée sur les chiffres quand tu es RH. C'est une des raisons qui fait que d'ailleurs le métier aujourd'hui a pas assez évolué aussi vite. Est-ce que toi, tu vois du coup des choses que les recruteurs et recruteuses font aujourd'hui et qui pour toi sont dépassés et devraient être améliorés par beaucoup mieux pour que les recruteurs et recruteuses kiffent leur métier en fait? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Je pense que le premier point déjà, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment la préparation d'un recrutement. Je pense qu'en fait, beaucoup de recrutements durent très longtemps et sont très durs parce que on n'a pas pris assez de recul en amont sur le pourquoi est-ce qu'on recrute et le comment est-ce qu'on va recruter et le qu'est-ce qu'on va recruter. Je pense que ça, c'est 3 questions importantes et du coup là-dessus, nous chez Sonar notamment, c'est une étape qu'on appelle la définition du besoin et qui est même un peu plus loin parce qu'on prépare vraiment le sourcing, on prépare énormément d'étapes en amont pour prendre du recul avec le client dès le départ sur comment est-ce qu'on va s'y prendre et s'assurer qu'on va réussir dans les temps. Ok, donc là on est vraiment rentré dans le concret. Pour toi, c'est là le premier pilier pour repenser le recrutement, c'est on se prépare. Je pense. T'as dit qu'il y avait plein de choses. C'est quoi pour toi, allons directement droit au but, les différentes choses que tu vas créer quand tu te prépares au recrutement? Écoute, le premier élément, mais qui est devenu, qui est assez connu heureusement aujourd'hui, de plus en plus de personnes parlent de la scorecard, qui est un élément, un document super important. Alors beaucoup de gens en parlent, peu le font. Oui, mais alors peut-être, ça c'est vrai. Mais alors du coup, la scorecard, pour rappeler peut-être la définition de la scorecard, c'est un document qui permet de valider le profil idéal qu'on va recruter. Et en fait, si on va encore un cran un peu plus micro, en fait, ça va permettre de valider qu'on répond à un vrai problème qui a un impact business fort. En fait, ça, c'est, je pense, la première question super importante à se poser quand on recrute quelqu'un. C'est est-ce que mon recrutement est la bonne contre-mesure à un problème? Et donc, du coup, pour s'assurer de ça, il faut comprendre son problème, sizer l'impact et s'assurer que du coup cet impact il est fort et qu'il a un impact sur le chiffre d'affaires ou sur la marge ou sur la satisfaction client, enfin sur un OKR qui est important pour l'entreprise. Ce que je dis, c'est que des fois le recrutement n'est pas forcément une solution, en tout cas de quelqu'un en CDI. Ça peut être genre un freelance à côté, ça peut être une mobilité interne. Nous, il y a plein de clients, tu vois, sur lesquels on accompagne, qui nous disent faut absolument recruter un DRH. En fait, on leur dit non, en fait, vous avez peut-être besoin d'un office manager à date, ou peut-être que vous avez besoin d'une formation management, mais du coup, ça va vous coûter 10 000 €, ou je sais pas combien, mais en fait, vous n'avez pas encore besoin d'un DRH aujourd'hui. Vous êtes une trop petite structure, ça sert à rien. Et le risque, c'est que la personne s'ennuie, par exemple, parce que le poste est sursizé et s'en va, quoi. Ou alors même des entreprises, tu vois, qui n'auront pas la marque encore assez attractive pour attirer le profil dont ils ont besoin.
autant dans ce cas-là peut-être se faire accompagner au départ d'un freelance, tu vois, d'un super CFO part-time ou d'un super DRH part-time. Oui, qui à tous les coups sera même moins cher, parce que si tu prends quelqu'un 2 jours par semaine en free, ça peut te coûter potentiellement moins cher que quelqu'un en salarié. Exactement. Et t'as pas besoin de quelqu'un potentiellement full-time. C'est moins de management à faire, donc plus de temps à manager le reste de l'équipe. Exactement. Ça peut ça peut créer un cercle vertueux. Donc, le challenge numéro 1, en gros, c'est est-ce que c'est vraiment il y a un besoin déjà? Exactement. Et la scorecard répond à ça pour toi. Okay. Exactement. Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Donc ça, je pense que c'est le premier élément de la scorecard qui est super important. Ensuite, si on valide du coup que il y a un vrai problème, qu'il y a un vrai ROI, dans ce cas-là, et qu'on valide un recrutement go, dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est de cadrer le scope du job. Donc, est-ce que la mission, les objectifs et les compétences attendues du candidat sont clairs? Ça, je pense, c'est assez important. Ouais. Et enfin, valider qu'on a défini les bons personas. Donc ça fait un peu de parallèle avec le sales, mais je pense en recrutement, c'est super important de définir des personas en amont pour qui le job va être intéressant et qui répondront également à nos attentes d'un point de vue compétences. Donc c'est un peu comme en sales. Est-ce que j'ai des personas pour qui j'ai une unique selling proposition claire et précise? Est-ce que ces personas existent sur le marché en nombre suffisant? En fait, se poser ces questions pour la scorecard, ça va vraiment aider on y reviendra, mais en tout cas à mieux préparer le sourcing. Qui est du coup, je pense, c'est la suite. Du coup, la suite. La stratégie de sourcing, il y en a très peu qui en font. Beaucoup, je pense, fonce tête baissée dans du sourcing, ce qui peut être super chronophage et en plus très frustrant et très épuisant en fait au bout d'un moment, parce qu'on a l'impression de tourner en rond. Je pense que faire une bonne stratégie de sourcing, ça permet d'avoir un plan clair pour identifier et engager les candidats de manière rapide et pragmatique. Et du coup, ici, l'idée, c'est de favoriser la qualité à la quantité. Et donc, pour ça, c'est vraiment de se dire en amont, OK, quelles vont être les entreprises dans lesquelles je vais chasser par rapport à mes personas, quelles vont être les entreprises, quels vont être les types de jobs, quelle va être la zone géographique. Est-ce que peut-être il y a des networks, est-ce qu'il y a des canaux que je veux prioriser plus que d'autres? Quels sont les messages d'outreach comme en sales que je vais utiliser qui vont être le plus impactants par rapport à mon persona? Ça demande aussi de connaître un peu son persona. On n'interagit pas de la même manière avec un sales qu'on interagit avec un financier. Donc voilà, toute cette phase un peu préparatoire, elle est vraiment importante et elle peut... pour les profils un peu impatients, ça peut sembler un peu dur de réfréner un peu, d'attendre avant de se lancer sur le sourcing, mais ça vraiment porte ses fruits. Et ça permet du coup d'envoyer moins de messages, in fine, si on le fait bien, la stratégie de sourcing, d'envoyer moins de messages de manière plus qualitative et du coup de recruter plus vite. Intéressant. Et du coup, là, je rajoute, parce que tu as des gens qui nous écoutent qui sont recruteurs et recruteuses internes. Donc là, tu as une stratégie qui est une stratégie de sourcing, mais du coup, ça peut être mêlé à une stratégie d'inbound, où du coup, tu vas réfléchir aussi tes annonces, tes posts sur LinkedIn. Et c'est le mix de tout ça, en fait, mais qui dépendra de ton persona. Tu as des profils, typiquement, qui ne répondront jamais aux messages. D'autres, par contre, qui répondront systématiquement. T'en as qui ont des comptes LinkedIn, d'autres qui n'en ont pas. Tu vois, tu recrutes dans l'hôtellerie-restauration, tout le monde n'a pas un profil LinkedIn. Donc, bon courage pour aller les trouver, par exemple, là-dessus. Et du coup, ta stratégie, elle est inbound plus outbound, mais du coup, c'est au sourcing au sens large. Exactement. Que tu vas aller chercher. Trop bien. Exactement, c'est vraiment identifier les canaux. Et tu as raison, du coup, il peut y avoir un canal LinkedIn. Entrant, sortant. Exactement. Et exactement, tu peux avoir l'inbound, de la cooptation. Faut vraiment noter tous les canaux qui te semblent pertinents par rapport au persona que tu as listé. Trop bien. Donc, du coup, tu sais, tu as ta scorecard, tu as ta stratégie de sourcing. C'est quoi la suite? La suite, le guide d'entretien. Je pense que c'est super important aussi de se poser en amont et de se dire, OK, quel va être le process de recrutement et qu'on va vouloir mettre en place. Et en fait, pourquoi? Pour avoir une méthode rationnelle qui nous permette d'évaluer de la manière la plus objective les candidats. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, les gens, certains candidats sont pas assez bien évalués par rapport à la scorecard. Et en fait, du coup, c'est dommage parce que du coup, ça conduit souvent à des recrutements qui sont pas de qualité, malheureusement. Alors que si, en fait, on fait l'effort dès le guide d'entretien de définir qui sont les hiring managers qui vont participer à l'évaluation, qui va évaluer quels skills, est-ce que tous les skills de la scorecard sont bien évalués, de quelle manière sont-ils évalués, ça en fait déjà ça aide à se poser des bonnes questions et en tout cas à maximiser les chances de faire un bon recrutement. Bien sûr. Et vraiment l'impact d'un process structuré et qualitatif, il est énorme. Même derrière pour les hiring managers, c'est très rassurant et c'est très agréable pour eux comme expérience. Clairement. Et pour les candidats aussi, pour tout le monde, est-ce que tu as des recos là-dessus en termes d'outils, par exemple? Première question. Et deuxième, est-ce que tu utilises l'IA aussi pour générer, par exemple, ce genre de choses? Ouais, très bonne question. Nous, aujourd'hui, on utilise Notion, on fait sur Notion, en fait, nos guides d'entretien qu'on partage aux clients. Tu peux les intégrer après dans les ATS, tu vois, sur Greenhouse, sur Lever, tu peux souvent intégrer, du coup, les différents rounds avec les différentes questions posées. Et l'IA, c'est un très bon point. Alors, nous, aujourd'hui, on essaie de
d'historiser un peu tout notre knowledge chez Sonar. Donc, on a une banque un peu avec des skills, et pour chaque skills, on a du coup les questions dont on sait désormais qu'elles marchent bien et qu'elles permettent de bien évaluer. Tu l'as testé et évalué. Maintenant, dès qu'on a des nouveaux skills, effectivement, on s'aide beaucoup de ChatGPT pour savoir en fait comment est-ce que lui évaluerait. Bien sûr. C'est pas la science infuse non plus, mais ça permet en tout cas d'avoir des idées, d'être créatif et de pouvoir se faire challenger. Trop bien. Ce que j'aime beaucoup, moi, là, tu sais qu'aujourd'hui, du coup, tu vois, typiquement, c'est, je sais pas les autres ATS, mais j'ai pu essayer une nouvelle fonctionnalité de Tim Taylor où c'est de l'IA intégrée à l'outil. Et en gros, du coup, c'est un peu comme ça, un copilote de Microsoft qui prend ChatGPT. Là, du coup, c'est le copilote de Tim Taylor où en fait, tu te dis, je sais pas, évalue-moi ça, et il te génère automatiquement une scorecard intégrée à ton ATS, pas besoin d'avoir un outil tiers, et il te génère les questions et les réponses. Et ça, du coup, c'est assez sympa. Et je trouve, moi, là, ils ont un cran d'avance côté IA là-dessus, quoi. Ok, donc t'as fait ça, donc t'as tangué l'entretien en plus de la stratégie et en plus de la scorecard. Il reste 2-3 étapes. Ouais, alors des étapes assez classiques, mais la fiche de poste, très important de la formaliser, de la rendre attractive auprès des personnes à viser, encore une fois. Donc c'est ça. Savoir en fait, c'est un outil marketing, la job desk. Si on fait le parallèle avec le sales, faut être sûr qu'on ait le bon contenu par rapport à la bonne audience. Bien sûr. Donc ça, je pense que c'est juste la question qu'il faut se poser. Et pareil, là, on peut vraiment être aidé de l'IA pour faire valider des fiches de poste, pour les rendre plus attractives, plus attirantes. Donc ça, je pense, c'est le 4e livrable. Le 5e, qui est aussi pas mal orienté sales, c'est nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit toujours un pitch avant de faire les premiers calls de qualification avec que tu crées toi-même sur la boîte. Exactement, on crée un pitch sur la boîte. Donc, et c'est pas celui des boîtes elles-mêmes, du coup, c'est toi qui l'invente. Exactement. Alors je l'invente et je le fais challenger évidemment par le hiring manager. Tu dis des bêtises, quoi. Exactement. Mais du coup, là-dessus, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça permet de comme un sales, dans un call de qualification, il y a 30 minutes où on va évaluer un candidat et il y a 15 minutes où lui, il faut que tu va évaluer l'entreprise et va s'assurer que c'est une opportunité qui lui plaît. Et en fait, là-dessus, du coup, si on est bien préparé avec un pitch écrit sur la proposition de valeur de l'entreprise, sur la proposition de valeur du job en tant que tel, et qu'on a même préparé en amont les objections comme en sales, les questions que le candidat pourrait avoir et qu'on a préparé les réponses, en fait, ça permet d'être très impactant et d'engager les meilleurs candidats rapidement. Donc ça, je pense, c'est un bon réflexe aussi à avoir. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un client que tu aurais à avoir, alors sans forcément citer le client, où tu aurais un pitch qui serait efficace? Est-ce que du coup tu les fais de manière assez classique, ou est-ce que tu cherches un peu, genre tu fais un peu storytelling, tu cherches des références à l'univers pop culture, j'en sais rien? Tu as des exemples de pitch efficaces qui auraient été mieux que ce que le client initial pitchait à ses clients? Ça, c'est un bon point. Non, alors ce que je sais, c'est que tu vois, on a accompagné des très jeunes boîtes qui n'avaient pas fait cet effort-là, pas forcément fait encore l'effort d'écrire un pitch. Ouais, il te disait, on est un logiciel de comptabilité avec de l'IA qui a levé tant d'argent. Exactement. Tu peux avoir en fait des entrepreneurs qui sont encore en train de réfléchir à leur pitch, à leur position de valeur, et en fait, en écrivant du coup notre pitch, ça peut en tout cas leur donner des idées. Maintenant, dans la plupart des cas, c'est quand même plutôt eux qui nous aident et qui nous challenge que l'inverse. Mais c'est vrai que c'est en tout cas, ils apprécient qu'il y a un regard extérieur aussi qui leur donne un pitch de leur boîte à eux, parce que c'est toujours intéressant de voir leur regard extérieur. Ouais, trop intéressant. Est-ce qu'on a fait le tour des livrables, ou est-ce Alors il y en a un dernier, dernier peut-être plus axé conseil, celui-ci, qu'on tire plus de ça fera une excellente transition. Exactement, d'une boîte de conseil, c'est la roadmap de recrutement qui est associée à un fichier de suivi de performance chez nous. En fait, c'est super important. Enfin, un des pains qu'on avait vraiment vu avec Thibaut lorsqu'on a creusé le marché, c'est beaucoup de clients qui nous disaient, quand on bosse avec un cabinet de recrutement, on a l'impression de mettre une pièce dans une machine. Tu reçois des CV. Tu reçois des CV 3 semaines plus tard, c'est pas trop ce qui s'est passé, c'est un peu une black box. Et en fait, nous, on essaie du coup de donner un maximum de visibilité à nos clients. Donc de transparent. Très transparent sur du coup. Tu parlais de Notion partagé, où tu leur montres tout ce qui se passe, quoi. Exactement. Ils voient les tags dès qu'il y a des choses. Exactement. On a vraiment une full transparence sur le process de recrutement, mais du coup aussi sur la roadmap. Donc la roadmap, c'est quels sont les livrables ou sinon les. Donc ce que tu viens de dire là, du coup tes autres livrables, tu les tiens au courant chaque fois. Exactement. Tu les listes semaine par semaine, des objectifs que tu te fixes chaque semaine, et derrière du coup tu as un fichier de suivi de performance qui permet de valider dans le réel, est-ce que je suis on track par rapport à cette roadmap. Si je le suis, génial. On peut même tirer des apprentissages. Si je le suis pas, souvent on aime bien du coup faire des analyses, essayer de comprendre. Ok, on avait prévu ça, pourquoi on n'y est pas arrivé, qu'est-ce qu'on en apprend, et qu'est-ce que du coup on va mettre en place. Quelles actions est-ce qu'on propose aux clients de mettre en place pour réussir à rattraper le retard si on en a pris. Ok.
Trop bien, hyper intéressant. Et du coup, ce que tu dis, en fait, c'est lié au deuxième pilier pour toi qu'il faut renouveler. Et c'est intéressant parce que quand on a avant chaque épisode de podcast, du coup, moi, quand j'ai des invités, je me dis, ok, de quoi on pourrait parler? Et tu m'as dit, moi, je veux expliquer que le recrutement doit être plus comme du conseil. Enfin, notamment pour les cabinets de recrutement, quand tu es en interne. D'ailleurs, tu dois, et aussi conseil. Ça marche aussi, tu vois, tu as une posture conseil interne. Mais du coup, en gros, tu m'as dit, il faut que la posture du recruteur soit une posture de conseil. Oui. Donc, c'est ton deuxième pilier. Qu'est-ce que tu entends par là? Ça veut dire quoi, faire plus de conseils? C'est une vaste question. Plus de PowerPoint? Non, heureusement. Le cliché, tu sais. Ouais, heureusement plus de PowerPoint. Mais non, je pense que peut-être le premier point important pour pouvoir bien conseiller un client, c'est avoir une expertise. Donc je pense que c'est déjà, et ça, c'est de plus en plus le cas sur le marché d'ailleurs, et c'est une super nouvelle. Mais tu veux dire connaître les jobs pour lesquels on recrute? Exactement. Une expertise, avoir une expertise sur les métiers qu'on recrute. Ça, je pense, c'est super important. C'est la première condition. La seconde, qui pour nous est assez propre chez Sonar, c'est en fait être pleinement dédié à peu de clients. En fait, moi, je pense qu'il y a trop de recruteurs aujourd'hui qui disent oui trop facilement. Ils prennent 18 mandats en même Exactement, temps. Ils prennent trop de mandats en même temps. Et en fait, le fait d'avoir, nous chez Sonar, tu vois, on a que 2 ou 3 mandats maximum par consultant. Par personne, ouais. Trop Ce qui bien. fait qu'en fait, on peut avoir du coup on a le temps en fait de pouvoir garantir une expérience et des conditions bien plus aptes du coup à avoir cette posture de conseil dont on parle. Et je pense que derrière aussi, c'est un peu du coup comment est-ce que je vais m'assurer d'avoir les bons process et le bon cadre. Donc ça, on en a un peu parlé. Si en fait déjà tu as une roadmap, en fait tu peux pas t'améliorer si tu n'as pas d'objectif. Déjà avoir une roadmap, c'est avoir des objectifs clairs. Suivre du coup ses perfs par rapport à cette roadmap, c'est s'assurer qu'on a un track ou pas, et ensuite derrière faire des analyses tu vois sur ses performances, faire voir les problèmes et les résoudre, et essayer vraiment de tirer l'amélioration continue en continu. 2 fois continu. Ouais, 2 fois continu. Hop, le mot compte double. Du coup, là-dessus, tu parles des KPI, ça, que tu vas utiliser. C'est quoi, toi, typiquement, c'est quoi les stats que tu vas utiliser? C'est quoi les KPI principales que tu vas avoir, tu vas traquer? Écoute, c'est un peu comme en sales. Je pense on finalise, en fait, le process de recrutement. Je pense que le premier KPI qui est important, c'est de voir le nombre de messages que tu vas envoyer. Donc ça, c'est important dans une démarche outbound. Donc, dans l'absolu, ou tu regardes le ratio plutôt de réponses? Mais du coup les deux, mais en fait du coup en fait on va commencer du coup par regarder du coup le nombre de messages envoyés pour du coup exactement pouvoir calculer le ratio de réponse tout court et le ratio de réponse positive. C'est important de voir même les gens qui répondent négativement, s'ils répondent, c'est-à-dire quand même que le message a été bon a priori. Donc c'est un bon signal. Sinon ils font pas l'effort. Sinon ils font pas l'effort. Le réponse positive, c'est valider que traquer, donc le nombre de réponses positives devrait être validé que tu t'as targeté le bon persona. Si tu as un taux de réponse positive très faible, si on revient à ce que je disais auparavant, en fait, ça veut dire qu'a priori, tu t'es peut-être gouré, ton offre n'est pas très attractive pour le personnel que tu vises. Ensuite, le nombre de calls. Par rapport à sa réponse positive, est-ce qu'ils prennent tous le call? Le nombre de profils qualifiés par rapport à son nombre de calls. Et ensuite, du coup, le taux de conversion entre chaque étape du recrutement. Donc entre le 1, le 2, le 3, le 4. Et enfin, jusqu'à du coup l'offre envoyée, l'offre acceptée et la période d'essai validée. Tu vois, ça se finit vraiment à la période d'essai validée, et donc ça, je pense, c'est un peu tout le funnel du coup qu'on suit. Ça prend du temps. Qui prend du temps et qu'on essaie du coup d'automatiser au maximum. Et là-dessus, et je pense là-dessus aussi, ce qui est intéressant, parce que tu en parlais des différents canaux, je pense que c'est bien aussi de valider que dans une chasse, tu fais pas que de l'outbound par exemple. Tu vois, t'as un peu une diversification des canaux via l'inbound, via la cooptation. Oui, de mesurer ce que ça coûte aussi. Enfin, tu vois, typiquement là, on se passe côté recrutement externe. Quand tu es en interne d'une boîte, toi, tu es considéré comme un coût, un cabinet de recrutement pour une boîte, alors que ça se trouve, en fait, ça va être beaucoup plus rentable de faire ça que d'aller, je sais pas, payer un job board, d'aller chercher pendant 6 mois et de pas trouver. Et du coup, tu as un impact après sur le fait que le recrutement n'est pas là et que du coup, la personne manque à l'effectif. Et du coup, c'est intéressant de mesurer tout ça en même temps pour prendre des décisions et se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on change, quoi. Exactement. Ok, donc le côté data qui est important pour toi, côté conseil, est-ce que tu as d'autres aspects pour toi, la posture conseil qui sont importants? Oui, je pense dans la posture, en fait, c'est important justement je vais donner des exemples concrets, mais tu vois, en fait, je pense qu'une des meilleures manières de vendre, par exemple, une prestation de service, c'est de conseiller son client pendant la vente. Plutôt que d'essayer de lui vendre et de lui dire ce que tu vas faire, montre-lui ce que tu fais, en fait. Ok, tu montes ton expertise avant même de faire le deal, quoi. Donc tu vois, par exemple, on parlait de la scorecard, nous on aime bien en avant-vente. En fait, on va faire donc un premier deep dive avec un client sur un besoin. Plutôt que lui envoyer juste une proposition commerciale, on va lui envoyer une scorecard, une proposition commerciale, mais en disant du coup est-ce qu'on a fait juste. Et en fait, ça le aide à se projeter. S'en servent et exactement. Et s'ils s'en servent trop bien, et s'ils ne prennent pas, tant mieux pour eux. Mais en fait, au moins, nous on montre
ce qu'on sait faire. Bien sûr. Et en fait, lui peut se projeter si C'est c'est ça. la bonne manière. Ça pour les lui rassure d'avancer. en fait, ça monte ton expertise et c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure sur le côté expertise métier. Là, c'est tu Exactement. montes ton expertise, pas métier, mais ton expertise compétence recrutement. Ouais. Et ça, du coup, qui est hyper rassurant pour une boîte, plus que d'envoyer un CV flouté, quoi. Exactement. Et donc ça, tu vois, Ok. ça, c'est un peu la posture. Tu vois, mais toujours de se mettre dans une posture de vraiment de comment est-ce que je peux apporter de la valeur à mon client, comment est-ce que je peux l'aider Ok. plus. Et du coup, pour réussir à faire ça aussi, je pense qu'une des forces qu'un recruteur doit avoir, c'est d'être vraiment transparent. On en parlait un peu, mais d'avoir cette entière transparence, de pouvoir tout dire à son hiring manager ou à son client si Ok. on est en externe. Et en fait, ça va. En fait, c'est un peu adresser les éléphants dans la pièce. Tu vois. Par exemple, si je donne un exemple concret, tu vois, un manager qui dit qu'il veut recruter euh, à un package assez bas le top sales et qu'il pense pouvoir l'avoir, si toi, Ouais. t'as peur d'entrer en confrontation avec lui là-dessus, t'es mal parti parce qu'en fait, tu vas encore plus C'est ça. le Ça frustrer si en marchera fait jamais. tu lui dis rien mais tu sais que ça va pas marcher. Ouais. Alors que si tu essaies de le conseiller là-dessus et du coup sans lui tordre le bras, mais tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'il veut ce set Oui. super fort Bien sûr. et peut-être comment est-ce que du coup on pourrait trouver ces compétences-là, mais via notre persona. Ouais, tu fais un juste milieu. Là, t'as un juste milieu, Ouais, et là, tu t'es vraiment donnes dans de une la approche donnée, conseil où du coup, t'adresses les enfants à la pièce, t'as pas peur d'entrer en opposition, Hmm. t'acceptes, tu vois, le challenge. Et en fait, c'est ce que les hiring managers ou les clients attendent d'un recruteur, c'est cette expertise marché, cette expertise Ok. qu'il peut apporter. Et donc ça, je pense que vraiment, faut pas hésiter voilà, à adresser les sujets que certains peuvent éviter et d'avoir pas peur de dire les vérités qui fâchent quand c'est nécessaire, C'est parce ça. que c'est comme ça aussi qu'on va gagner une forte confiance avec son hiring manager et son client. Là-dessus, t'as sûrement dû voir des cas comme ça, mais moi, c'est un truc que je dis très régulièrement à nos apprenants, apprenantes, c'est genre justement, ayez une posture de conseil et oser dire les choses à mes managers. Beaucoup de gens me disent, j'ose pas. T'as un problème en recrutement, parce que t'as des gens, des fois, qui ont genre 20 ans, 25 ans, et qui doivent parler à des gens qui ont le double de leur âge, qui ont, je sais pas, le quadruple de leur salaire, et tu vas aller voir, je sais pas, une directrice commerciale en lui disant, alors, du coup, en fait, ton besoin, il est mal calibré. Est-ce que t'as des conseils pour, en fait, assumer ce rôle de, en fait, c'est mon métier, c'est moi le recruteur, et je te dis ça pour t'aider en fait. Comment tu peux, quel conseil tu aurais pour aider les recruteurs là-dessus? C'est une bonne question. Comment aider les recruteurs là-dessus? Je pense que, je pense en comprenant l'intention en fait. En fait, souvent, Pourquoi ils veulent se profiler? exactement. Ouais. En fait, je pense qu'une bonne manière, justement, de pas, d'ailleurs, de pas challenger. Une bonne manière de bien challenger son hiring manager ou son client, c'est de lui poser des questions. S'il te dit qu'il veut quelque chose que toi tu penses dans le fond qu'il ne peut pas avoir, si on reprend l'exemple de ce persona, en fait, je pense que la bonne manière, c'est pas de lui dire tu pourras pas l'avoir. C'est en fait de creuser pourquoi, déjà, comprendre pourquoi est-ce qu'il vit ce persona-là. Et ensuite, lui poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il pense qu'on peut être attractif pour ce persona. Et en fait, souvent, c'est plus facile de faire arriver quelqu'un à sa propre conclusion plutôt que de lui asséner cette conclusion dès le départ. Et je pense que ça, c'est une bonne manière de faire réfléchir en fait son hiring manager ou son client en fonction de l'interne ou de l'externe. Et c'est une bonne manière du coup de le faire en douceur et d'arriver à ses fins. Ok, trop bien. Et c'est vrai que souvent, ça prend aussi du temps, tu vois, c'est un conseil que je rajoute et je rajoute tout ce que tu dis là, c'est il faut que tu gagnes la confiance de tes clients internes ou externes. Sinon, en fait, s'il va tout de suite à bloc, tu vas faire l'inverse et les gens vont mettre un bouclier face à toi et après, bon courage pour retourner la situation. Est-ce que tu as d'autres conseils du coup d'autres conseils pour avoir une posture de conseil? L'autre, et d'ailleurs, tu parlais de confiance, mais je pense qu'un très bon moyen aussi de créer de la confiance, c'est de ne pas avoir peur de montrer les problèmes. Ça, on en parlait du coup avec les roadmaps, les analyses que nous on fait notamment. En fait, plus reconnaître immédiatement ses erreurs quand on s'en rend compte et ne pas essayer de les masquer, ça va mettre vraiment en confiance ton client parce qu'il va se dire en fait, on est dans le même bateau. En fait, s'il me montre les problèmes qu'il y a, c'est qu'il me cache rien. Et s'il me cache rien, c'est que je peux lui faire confiance. Mais tu veux dire montrer les problèmes que toi tu as à côté le profil ou montrer les problèmes de tes clients? C'est une bonne question. L'occurrence pour moi, c'est plus montrer, tu vois, sur une chasse où en fait. Ce que toi t'arrives pas à faire, quoi. Genre, on n'arrive pas à être assez vite. On n'arrive pas à avoir assez de call. Ok. T'assumes en gros, t'es là où t'arrives pas. Cacher le client en disant t'inquiète, ça arrive. Lui dire écoute, non, là on a un problème. On a un taux de réponse positive qui est très en dessous de nos standards. Voilà l'analyse que j'en ai faite. Je suis pas sûr de mes root causes, des causes que j'identifie, mais je voulais te les faire challenger. Est-ce que ça te va si on prend un moment pour en discuter en ayant évidemment une recommandation. Tu vois, faut pas juste montrer les problèmes et laisser le client se démerder avec ça, mais plus se dire ok, je visualise mes problèmes et j'ai le bon cadre pour les visualiser. J'ai la bonne méthode pour les résoudre. Et ensuite, du coup, je donne de la visibilité à mon client interne ou externe sur ces problèmes pour le faire challenger et pour lui donner aussi de la visibilité.
Trop bien. Donc ça, je pense que c'est le point, et je pense que tu as c'est un point important. Et je pense qu'un autre point qui est aussi assez apprécié, alors ça peut être un peu paradoxal avec ce que je viens de dire avant, mais souvent faire le dirty work, tu vois, Ok. alors c'est peut-être plus pour créer de la confiance que pour être dans une posture de conseil, mais c'est ce qui aide aussi aux clients tu vas internationaux être en à écouter action, tes conseils. Parce qu'en fait, s'ils voient que t'as pas peur de faire le sale boulot, de faire des tâches à faible valeur ajoutée, enfin des tâches C'est quoi pour toi, du coup, le dirty qui ont, work bah, tu vois, organiser, tu vois, les process d'un candidat, tu peux avoir l'impression d'être un peu un secrétaire. Mais en fait, c'est si on super a important contre les parce que si tu secrétaires. n'organises pas de process, le candidat il avance pas. Ouais. Si le candidat avance pas, il va pas être recruté. Donc ça a un impact énorme. À la fois c'est chiant, mais du coup, en le faisant potentiellement, en fait, tu montres au client que tu as un ownership fort du process de recrutement. Et du coup, ça l'aide aussi à se mettre dans une posture d'écoute lorsque tu le challenges, parce qu'en fait, il voit bien que t'es pas juste le mec qui donne des conseils, t'es la personne qui est vraiment en charge de recrutement et qui est prêt à faire coûte que coûte les tâches à plus haute valeur ajoutée qui vont vraiment avoir un impact sur ce recrutement, qu'elles soient des tâches à faible valeur ajoutée comme des tâches à haute valeur ajoutée. Bien sûr. Voilà. Mais tu montres que ça avance, quoi. Et souvent, en fait, il y a des gens en effet, qui te disent, bah alors, où est-ce que t'en es? La fameuse phrase, c'est horrible. Alors, où est-ce que t'en es sur le recrutement? Du coup, si t'as rien à dire parce que t'attends un alignement stratégique, tu peux attendre très longtemps. Ouais. Mais si du coup, t'es dans l'action, tu tentes des petites choses par-ci, par-là, ça marche mieux. Est-ce qu'on a fait le tour, du coup, de ce pilier conseil pour toi, ou? Je l'avais un Ok. dernier, moi, que j'ai mis du temps en plus à appliquer, parce que c'est peut-être un des plus durs, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions qui semblent bêtes. En fait, ne pas avoir peur de dire qu'on n'a pas compris. C'est quoi ce mot-là? C'est quoi cette expertise? Attends, pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris pourquoi tu penses ça. En fait, faut vraiment pas avoir peur parce que c'est souvent le meilleur moyen d'être sûr de bien comprendre le sujet, ce qui est crucial. Et souvent, faut aussi se faire confiance, parce que souvent qu'on n'a pas compris, on n'est pas forcément le seul à ne pas avoir compris. Et du coup, c'est aussi une bonne manière, ça peut soulager les gens autour, Bien sûr. dans une réunion où il y a plusieurs personnes, d'avoir le courage de dire, en fait, je suis désolé, mais moi j'ai pas compris ce mot, Et ou j'ai pas compris pourquoi tu penses ça. En fait, c'est peut-être comme ça que tu vas aussi vraiment faire avancer les sujets. Trop bien. Écoute, trop cool. Merci pour ça. Du coup, on a les 2 premiers grands piliers pour repenser le recrutement. Le troisième, c'est quoi que tu nous as préparé? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. On l'a un peu évoqué en filigrane. C'est la partie, c'est le parallèle en fait entre le recrutement et le sales. Donc devenir un commercial. Ouais, je pense c'est plus que devenir un commercial, c'est vraiment s'inspirer des meilleures pratiques sales. D'accord. Qui est parce que ces deux métiers ont un fort parallèle. Un recrutement, c'est une vente complexe à deux parties. Tu dois vendre auprès d'un candidat une entreprise. Et tu la vendre à une entreprise, un candidat. Donc, faut convaincre deux parties, ce qui est compliqué. C'est plus dur qu'un métier de commercial, du coup, là-dessus. C'est plus dur qu'un métier de commercial là-dessus. Et ce qui le rend encore plus dur, c'est que même de temps en temps, il ne faut pas vendre à tout prix. C'est-à-dire que de temps en temps, tu sens que le client, en fait, est convaincu, le candidat aussi. Mais si toi, tu as un doute, si toi, tu as vu quelque chose que les deux parties n'ont pas forcément vu, comme ton OKR principal, enfin ta finalité, c'est la période d'essai qui est validée. Bien sûr. En fait, c'est ton rôle à ce moment-là de dire stop ou de challenger en tout cas la recommandation. Bien sûr. D'un sens comme un autre en fait. Exactement. Et ça c'est très très dur parce que je pense que jamais tu verras un commercial s'aborder un deal qui est en train de ils veulent closer à tout prix quoi. Même si après il y a un truc qui arrive pour les account managers qui n'ont rien demandé et qui doivent gérer le client, mais oui. Exactement. Et là, du coup, ce qui rend le métier de recruteur très dur, c'est que c'est non seulement une vente à deux parties, c'est aussi une vente qu'il faut parfois annuler si on pense que c'est la bonne solution. Bien sûr. Donc en tout cas, je pense que les pratiques sales dont on peut s'inspirer, j'en ai un peu parlé, mais je peux du coup les récapituler. C'est voir chaque recrutement comme un funnel sales qui démarre donc par la définition du besoin, toute la stratégie go-to-market dont on a parlé, donc quel personnage je vais cibler, quelle va être la proposition de valeur qui va être intéressante pour eux, quels vont être les canaux d'acquisition que je vais utiliser. Et donc ce process, ce funnel sales en fait, ce funnel du coup de recrutement, il se termine par la validation de la période d'essai du candidat. Donc je pense que voir comme un funnel avec en mettant en valeur les différentes étapes et en associant à chacune de ces étapes les KPI qu'on va traquer, ça je pense que déjà c'est une super pratique que beaucoup de sales font, enfin que tous les sales font et que je pense pas tous les recruteurs font. Bien sûr. Donc ça je pense c'est une première pratique qui est assez importante. Donc vraiment funneliser le process. Traquer la data.
Donc une fois qu'on a mis des objectifs, donc des KPIs, du coup on en a parlé, mais traquer la data à chaque étape Ouais. et l'analyser pour prendre du recul et maximiser la réussite d'une search. Donc comme des sales qui vont analyser pourquoi est-ce qu'ils ont perdu un deal. Ok. Lorsqu'on a un candidat qui drop un Tu process, regardes. faut analyser pourquoi est-ce qu'il a droppé. Lorsqu'on a un candidat qui a eu reçu un strong no-go par exemple d'un hiring manager, alors que nous on pensait que ça allait être un super match. Pareil, je pense que là c'est important de se poser et d'analyser les raisons qui ont fait que ça n'a pas marché. Ok. Donc ça, je pense que ce serait le deuxième point. Donc c'est vraiment traquer la data et potentiellement du coup réussir à le faire de manière automatisée. Ensuite, se positionner comme un partenaire stratégique. Alors plus que comme les sales, un sales, il va savoir faire une discovery très poussée. Il va savoir comprendre en profondeur le business et les attentes de son interlocuteur. Je pense qu'un recruteur, il doit avoir la même maturité business qu'un sales. Il doit être capable d'avoir une vraie curiosité et une vraie culture G business pour comprendre le marché, comprendre les enjeux de croissance de l'entreprise, comprendre les enjeux d'un Chief Sales Officer ou d'un CFO et du coup, pour aussi avoir la légitimité et la crédibilité de challenger les décideurs pour les aider à prendre les meilleures décisions de recrutement. Bien sûr. Et donc ça, je pense, pareil, c'est super important et d'avoir ces formations continues ou d'avoir cette curiosité 100%. sur le business, c'est super. Tu vois, là-dessus, nous, c'est un truc qu'on milite là-dessus avec Elise depuis 2 ans, c'est que les gens qui font du recrutement, enfin, qui dirigent une équipe de recrutement, vont être au codir et au comex des boîtes. C'est rarement le cas. Déjà, les RH sont pas toujours dans les codir comex. Souvent, ils sont des fois en dessous des directeurs et directrices financiers. Oui. C'est là, du coup, en gros, tu dis l'humain passe après la thune. Genre, tu vois, le signal qu'envoyer, c'est pas forcément le bon. Et nous, on milite pour que même les gens qui soient au recrutement soient aussi au codir et au comex au même niveau que les DRH. Et du coup, tu as comme ça 2 personnes de la sphère people qui vont influencer et surtout, ils comprennent les enjeux des autres et ils peuvent expliquer la réalité. Et donc, depuis moi, ça m'est arrivé quand j'étais du coup DRH au comex d'une boîte de dire à des gens, mais en fait, ta stratégie là, elle marchera pas. Parce que tu penses que dans 6 mois, tu arriveras à avoir, je sais pas, 20 commerciaux, t'en auras pas 20. Sur le business que tu es, avec le contexte actuel et le salaire que tu payes, par rapport au stade que moi je sais, que j'ai pu avoir, en fait, ta stratégie marche pas. Et du coup, en fait, c'est toi, recruteur, qui vient challenger les objectifs business parce que tu sais la réalité du marché. Et ça, du coup, c'est hyper utile à une boîte. Et nous, vraiment, on milite pour que les gens qui gèrent des équipes recrutement soient au codir et au comex. Ok, je suis complètement aligné. Ça m'étonne pas. Trop bien. Est-ce que tu as une dernière chose sur la partie sales, du coup, à conseiller aux gens qui nous écoutent? Le dernier point, ça serait comme les sales qui sont super équipés d'outils, donc ils ont des CRM, des outils pour, des outils pour leur call, pour traquer leurs données. Je pense que exploiter les outils, des automatisations pour optimiser les tâches répétitives et se concentrer du coup sur les tâches à haute valeur ajoutée du recrutement. Je pense que ça serait aussi une bonne pratique. Aujourd'hui, les recruteurs, ils ont seulement un ATS souvent. Ouais. Et encore. Tu n'imagines pas le nombre de clients qu'on a qui n'ont même pas d'ATS. Ouais. Du coup, je pense que commencer à outiller les équipes de recrutement, je pense que ça serait une super pratique pour gagner en efficacité et gagner aussi en pertinence justement dans l'analyse de la data, dans l'analyse pas besoin d'aller faire des trucs horribles sur Excel à chercher des trucs des machins et bidule n'est pas mis à jour, du coup t'as pas la donnée. Trop bien, écoute, merci pour tout ça. Est-ce que tu as une sorte de conclusion, de mot de la fin, un message que tu as envie de communiquer aux gens qui nous écoutent et qui se disent mais oui, j'ai envie de faire ma révolution du recrutement? Écoute, non, le mot de la fin, je pense que tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement le métier de recrutement, c'est un métier qui a un impact très fort. Que je pense qu'il est temps du coup de donner au recrutement de redonner les lettres de noblesse du recrutement. Le métier du sales a fait sa révolution dans les années 2000 avec l'avènement de Salesforce, d'HubSpot ou de méthodes comme Medic. Je pense que ça serait, si on peut souhaiter quelque chose, ça serait bien que la décennie 2020 soit la décennie du recrutement et qu'on puisse innover sur ce métier qui est passionnant et qui a un impact tellement fort sur les entreprises et sur les gens de tous les jours. Trop bien, magnifique conclusion. Donc aux gens qui nous écoutent, qui ont envie de créer un logiciel, on attend Recrute Force ou c'est quoi, genre Recrute Spot qu'on pourrait avoir au choix, tu vois, genre ou un mix des trois. Enfin bref, un outil qui serait vraiment hyper puissant et qui viendrait. Enfin c'est vrai que la personne, la fonction est liée à son métier. Alors on a LinkedIn, tu pourrais dire, tu vois, mais c'est pas vraiment l'équivalent d'un Salesforce ou d'un HubSpot. Ça sert pas à la même chose. Et certes, c'est un peu l'outil des recruteurs et des recruteuses. D'ailleurs un peu trop, qui va piéger un petit peu les users dedans. Mais ok, merci pour cette
cette conclusion, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir du coup cette révolution. Ouais, J'aimerais bien qu'une boîte arrive et sorte comme ça un magnifique logiciel tout en un. On arrive du coup à la conclusion. Comme tu sais, à chaque épisode, je demande 3 choses à mes invités. La première, c'est un contenu que tu aimes et que tu recommandes. Ça peut être un podcast, un livre, un article, ce que tu veux. Je vais en donner qu'un ou je peux en donner 2? Tu peux en donner 2, tu peux en donner 12 si tu veux. Écoute, non, le premier, c'est un livre qu'on a relu d'ailleurs récemment chez Sonar, c'est le livre Getting Naked, qui est un super livre qui reprend pas mal de conseils que j'ai donnés sur comment adopter une posture de consultant, enfin de bon consultant. Oui, bien sûr. Créer de la valeur pour tes clients. Quoi. Exactement. Et donc là-dessus, franchement, je le recommande. C'est une fable américaine assez facile à lire. Et pour tous ceux qui souhaitent monter une entreprise de service ou qui font du recrutement et qui veulent avoir une approche plus conseil, lisez ce bouquin. Quand tu dis une fable, c'est que c'est bien romancé. C'est pas un business book chiant. Non, c'est pas un business book chiant. C'est assez court, assez rapide à lire et assez drôle en plus. Écoute, j'ai regardé Getting Naked. Exactement. Deuxième question pour toi. Ah non, il y a un autre contenu, pardon. Non, il y a un autre contenu. Qui est peut-être relié à ta question d'après, mais c'est le livre d'Antoine Fraisse qui a été écrit sur le recrutement, qui s'appelle La méthode pour recruter les meilleurs. Exactement. Super bouquin que je recommande aussi, qui reprend pas mal, notamment dans la préparation d'un recrutement, il reprend pas mal ce qu'on a dit. Donc je pense pareil, si quelqu'un veut creuser un peu plus. Ouais, et puis il est relativement court aussi, donc il se lit assez vite. Enfin, tu vois, moi j'avais parcouru en 3-4 heures, il était terminé en prenant un peu de notes, etc. Ouais. Donc et comme tu dis, très concret. C'est l'avantage, c'est que c'est pas un universitaire, un académicien ou autre. Enfin, c'est que sa vision des choses. D'ailleurs, ça se voit. Enfin, dans le livre, tu vois, genre c'est très basé sur ce qu'il a pu faire. Et c'est intéressant parce que c'est un retour d'expérience, mais qui est un petit peu mis en forme de méthode. Donc en effet, très chouette comme bouquin. Est-ce que tu as une personne que tu me recommanderais? Du coup, tu vas dire Antoine, c'est ça? Peut-être Antoine Fraisse. Non, peut-être Antoine Fraisse. Pourquoi? Parce que déjà c'est notre investisseur et mentor depuis le premier jour chez Sonar. Et en plus d'être un excellent entrepreneur investisseur, puisque du coup c'est le fondateur de Kerala, et qui est à l'origine de très beaux succès comme Doctolib, Malte, La Fourchette. Il a une très bonne connaissance du recrutement et du coup il a d'ailleurs écrit le bouquin dont on vient de parler. Et du coup c'est super intéressant de parler avec un investisseur qui a autant d'appétence pour le recrutement. Il a une vision business de fou. Et voilà, qui mêle, du coup, c'est un peu pareil. Je pense il serait peut-être aligné avec ce qu'on vient de se dire, mais il partage cette vision d'aligner de business avec le recrutement. Et donc, je recommande fortement. D'ailleurs, quand est-ce qu'on voit Antoine sur qui va être mon associé sur M6 on l'attend pour la saison 5, peut-être, l'année prochaine. Et dernière chose, est-ce que tu aurais une série ou un film que tu recommanderais en lien avec le recrutement ou pas du tout, hein? Alors, ce sera pas en lien avec le recrutement, mais j'ai un film en tête qui a été produit, et c'est le premier film d'un ami qui a été produit par un ami. Donc tu fais de la promo. Ouais, je fais la promo, j'en profite. C'est quoi du coup son prénom, pardon? C'est Antoine Pléust. Antoine Pléust. Qui a produit La Récréation de juillet. D'accord. Qui est un film qui va sortir le 4 juillet, je crois, enfin début juillet. D'où le titre. Exactement. Et c'est le premier film aussi de jeune réalisateur. D'accord. Et que moi j'ai eu la chance de voir en avant-première et qui est un super film. C'est quoi le thème au global? C'est un film sur l'amitié. C'est un peu un péril jeune, je pense, revisité au goût du jour. Intéressant, trop bien. Bah écoute, en juillet, du coup, on sera, ceux qui nous écoutent, mettez un save the date, tu sais, genre sur la date de juillet, allez voir La Récréation de juillet pour soutenir ce jeune réalisateur. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast, Cyril. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ou est-ce qu'on est tout bon? On a déjà fait un bon petit tour de mots. Ouais, non, je pense qu'on a fait un bon tour. Merci beaucoup de m'avoir invité et pour tes questions. C'était super intéressant comme échange. Pour te retrouver, ce qui est le mieux, c'est LinkedIn. Je mettrai du coup ton lien dans la description. Et du coup, j'espère que des gens qui nous écoutent se diront tiens, je vais travailler avec Sonar. Si t'as gagné ça, c'est très tant mieux. Et si des gens se disent j'ai envie de révolutionner le recrutement, c'est ensemble qu'on va faire cette révolution du recrutement, en partie grâce aux gens hyper intéressants qui viennent au micro de Tam Tam. Merci à tout le monde, passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. À bientôt. Salut. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Bon, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.